Attends. Vas-y, repars. Oui, bonjour. Attends, c'est bon. Alors, je vois plus le micro. Ouais, Ah, mais c'est pas normal. quand tu tournes les diapos. T'inquiète, je vais regarder. Au pire, tu me fais un signe ou tu me le dis, hein. Ouais? Ok, alors t'es prêt? C'est parti. C'est bon? Bonjour et bienvenue pour le tuto des assos 2. On essaye de s'améliorer d'un point de vue technique parce que la première c'était un peu compliqué. Le tuto des assos, c'est quoi? C'est chaque semaine on vous propose en cette période de confinement un tuto sur un sujet précis. Le premier concernait les dispositifs concernant le monde associatif et le confinement. Le deuxième va traiter plutôt des dons et des conséquences fiscales. Et pourquoi pas réfléchir en cette période de confinement pour notre association, pour votre association, à entamer les démarches pour pouvoir remettre des reçus fiscaux quand on reçoit des dons. C'est un peu pour ça qu'on a organisé ce tuto des assos qui dure une petite trentaine de minutes, hein, je vous rassure, ce sera très long. N'hésitez pas à envoyer par mail ou en message privé à Sébastien qui réalise cette vidéo votre mail, comme ça on pourra vous envoyer le support qui sera disposé, qui sera présenté et qui sera visible sur le live. Première diapo, donc le programme. Qu'est-ce qu'on va voir durant ce tuto? On va parler des dons manuels, les dons éligibles à la réduction d'impôt, les conditions à remplir pour délivrer des reçus fiscaux, la démarche elle-même de rescrit fiscal, qu'est-ce que la notion d'intérêt général en fiscalité associative, et la délivrance et les sanctions possibles si on ne respecte pas ces règles. Donc première diapo réellement, qu'est-ce qu'un don manuel? Le don manuel, ça se caractérise par une intention de donner une somme financière essentiellement, on peut prendre d'autres formes, mais de la main à la main, sans contrepartie. Et il y a vraiment deux notions essentielles. La première, c'est de la main à la main, c'est-à-dire que ça se fait systématiquement du vivant du donateur, sinon ça s'appelle un leg, et c'est différent. Donc c'est bien, un don se fait bien de la main à la main, du vivant du donateur, et sans contrepartie, c'est-à-dire que ce don n'amène ni avantage, ni tarif préférentiel, ni accès à des services particuliers. Sinon, ce n'est pas un don. Et c'est des fois là où dans une association, il peut y avoir un quiproquo, à savoir est-ce qu'une cotisation est un don, etc. Dans certains cas, ça peut l'être, on le verra. Mais en général, quand la somme qui est versée amène des tarifs préférentiels, amène l'accès à des services particuliers, à des biens particuliers, à ce moment-là, ce n'est pas un don, c'est une transaction financière. Hein. On vous verse de l'argent pour accéder à des services. Donc attention, ne sont pas considérés comme des dons les apports. Un apport, c'est quoi? C'est quand moi, par exemple, dirigeant d'asso, je vais apporter 100, 200, 300 euros au démarrage de l'association. Cet apport, par définition, je vais avoir une reprise dessus, ce qu'on appelle un apport avec droit de reprise, c'est-à-dire que je vais, à un moment donné, les récupérer. Le leg, qui se fait là au décès du donateur, hein, et la cotisation, je viens de vous en parler. Donc, diapo suivant, on va se questionner, après avoir vu ce que c'était un don, on va se questionner sur qui donne. Concrètement, qui peut donner? Il faut savoir que la loi 1901 prévoit effectivement la capacité pour une association de percevoir des dons. Souvent, les dons, ils sont de deux possibilités pour une association. Les premiers, c'est ce qu'on va appeler les personnes physiques, hein, c'est-à-dire le citoyen qui va vous donner, lors d'une collecte, de la main à la main, quand il va passer au local associatif, un don. Soit une personne morale de droit privé, essentiellement, ça peut être qui? Ça peut être une entreprise. Parce que la capacité à recevoir des dons, elle est intéressante effectivement pour recevoir des dons particuliers, mais aussi pour vous en tant que dirigeant associatif de vous questionner sur, bah tiens, j'ai dans mon réseau des dirigeants d'entreprises du territoire, l'association a ses bureaux dans le même quartier qu'une entreprise, etc. Ça peut être intéressant aussi d'aller à la rencontre de ces chefs d'entreprise pour essayer de récolter des dons. Donc, souvent les deux catégories de personnes qui vont être vos donateurs possibles, ce sont des personnes physiques, soit des personnes morales de droit privé, essentiellement des entreprises. Les dons peuvent ouvrir droit à des avantages fiscaux, et c'est essentiellement pour ça qu'on se voit aujourd'hui, hein, c'est-à-dire une réduction d'impôt pour le donateur. C'est-à-dire, concrètement, je suis une personne physique, je verse un don à une association, dans certains cas, je peux percevoir une réduction sur mon impôt sur le revenu de ce don que j'ai effectué. On le verra tout à l'heure, de quel montant, etc. Concrètement, comment ça se caractérise? Par la nature du don, effectivement, essentiellement des sommes en numéraire, hein, et aussi les conditions à remplir par l'association qui reçoit ce don, ce qu'on verra tout à l'heure. Donc, diapo suivante, hein,
Les dons éligibles à la réduction d'impôt. Quels sont les dons qui sont éligibles à la réduction d'impôt? Comme je vous l'ai dit, un don est par définition sans contrepartie. C'est-à-dire que ne rentre pas dedans une cotisation qui ouvrirait le droit par exemple, à un service particulier, à un bien particulier, à des tarifs préférentiels. On est bien sur des dons sans contrepartie. Donc souvent c'est du numéraire. En général, le don peut verser une personne physique ou une personne morale, elle est numéraire, c'est-à-dire elle est en chèque, en espèces, etc. Elle peut être aussi en nature. Le don il peut être des tables, des chaises, du matériel informatique qui vous est donné. Ça peut être les dépenses engagées par un bénévole. Je suis bénévole de l'association, j'ai acheté du matériel. Ce matériel, au lieu que l'association me le rembourse, je peux renoncer à mon remboursement et en échange, ça se transforme en don. Imaginons, j'ai acheté les 4 chaises que l'association a besoin pour son nouveau local, j'en ai eu pour 200 €. Je fais don des 200 € à l'asso. À ce moment-là, l'asso peut me remettre un reçu fiscal, un reçu comme quoi j'ai fait un don de 200 €, puisque ça correspond à la somme des chaises. Ou les abandons de revenus ou de produits doivent être engagés et justifiés évidemment systématiquement par des bénévoles qui renonceraient à des frais. Imaginons aussi les frais de déplacement qu'un bénévole peut renoncer à se faire rembourser par l'association et on peut transformer ça en don fait à l'association. Je reviens un point sur les dons en nature. Effectivement, quand vous donnez des dons en nature, du matériel, des tables, des chaises, du mobilier, etc., ça peut être transformé en un don et qui peut être quantifiable et valorisable. Comment on le calcule? On le calcule au coût de l'objet, aujourd'hui pas à l'achat, il y a 5-10 ans. Imaginons que je donne un ordinateur qui a 4-5 ans, je ne vais pas faire un don en transformant ce don en la somme à laquelle j'ai acheté l'ordinateur. Plutôt dans cet esprit-là, dire combien coûte aujourd'hui réellement cet ordinateur avec ce processeur-là, etc., dans la gamme où il est, l'usage qu'il en a eu, etc. Donc on transforme ça, on peut transformer ça en don fait à l'association. Les cotisations, c'est une question qui est souvent posée, qui m'a été posée ce matin par une association. Les cotisations ouvrent droit à des prérogatives, quand les cotisations ouvrent droit à des prérogatives classiques, c'est-à-dire essentiellement ça ouvre droit à être membre de l'association et à participer à l'Assemblée Générale, alors ces cotisations peuvent être considérées comme des dons. Sinon, si les cotisations ouvrent droit à des tarifs privilégiés, à accès à des biens ou des services particuliers, à ce moment-là, ces cotisations ne sont plus considérées comme des dons, puisqu'il y a une contrepartie en échange, une contrepartie, si elle est financière ou elle est matérielle, en échange de cette cotisation, à ce moment-là, on ne peut pas la considérer comme un don. Donc là, il y a véritablement une nuance qui est importante à savoir pour vous, c'est analyser, oui, est-ce que ma cotisation peut rentrer dans la catégorie des dons ou pas. Il y a vraiment là-dessus, pour chaque dirigeant bénévole associatif qui souhaiterait à un moment donné se questionner là-dessus, de voir si ça rentre dans cette catégorie-là. Si on va sur la diapo suivante, les conditions à remplir pour délivrer les reçus fiscaux, il y a essentiellement 2 articles du Code général des impôts qui régissent, on va dire, la réduction d'impôts pour les dons aux associations. C'est l'article 200 et l'article 238, je crois, du Code général des impôts, qui seront en lien de toute façon du document qui vous sera remis pour les personnes qui le demanderont. La première, c'est qu'il faut que l'association ait une localisation géographique en France, c'est-à-dire que son siège social, sauf exception, mais à part les ONG, etc., l'association doit avoir son siège social en France et exercer son activité en France, sauf pour les associations humanitaires, évidemment pour les ONG essentiellement. L'objet et l'activité est aussi analysé, c'est-à-dire selon l'objet social de l'association et l'activité qui est défendue. Ça doit être au profit des œuvres ou des organismes d'intérêt général. Donc là, il y a une phrase très claire qui l'explique. Pour ces points, ne sont visées que les œuvres, organismes ou fondations qui, outre des préoccupations d'intérêt général, présentent un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial et culturel, ou culturel. C'est-à-dire qu'il faut que votre association, son objet social, rentre dans l'une des catégories suivantes. Et une notion qui est très importante pour quand il va y avoir l'analyse de votre situation fiscale auprès des impôts pour voir si votre association remplit les conditions pour émettre des reçus fiscaux, ça va être la notion de cercle restreint. Si l'association a un but qui peut être même sportif ou culturel, mais elle agit dans un cercle restreint, c'est-à-dire un cercle restreint personne, par exemple le cercle familial, ça existe, on crée une association familiale parce qu'on a un proche malade, etc. Je ne sais pas, j'imagine, on peut tout imaginer. À ce moment-là, la notion de cercle, comme l'association agit dans un cercle restreint de personnes,
à ce moment-là, elle n'est pas considérée, elle ne sera pas considérée par les services fiscaux comme une association d'intérêt général. Là-dessus, il y a une notion très importante qu'on verra de toute façon dans la démarche du rescrit fiscal. Donc, je passe à la slide suivante. Je vous parlais d'intérêt général. L'intérêt général, c'est une notion fiscale. Là, on en parle comme dans une notion fiscale. C'est-à-dire que la loi ne définit pas clairement ce qui est d'intérêt général, ce qui ne l'est pas. Cependant, elle a 3 critères pour définir la notion d'intérêt général. Je vous en ai déjà dit un. La première, c'est ne pas agir dans un cercle restreint. Le cercle restreint, ça peut être le cercle familial, ou ça peut être une association qui a 10 membres. Une association qui a 5 membres, une association qui a peu de membres adhérents, etc. On va se questionner, est-ce qu'elle n'agit pas dans un cercle restreint ou pas? La deuxième, c'est avoir une gestion désintéressée. Ça veut dire que les dirigeants de l'association n'ont pas d'intérêt direct ou indirect financier à l'exercice de l'association. Je retraduis ce que je viens de dire, c'est peut-être compliqué, mais ça veut dire concrètement que les dirigeants sont bénévoles. Et ils n'ont pas d'intérêt financier parce qu'ils sont propriétaires du local dans lequel loue l'association, etc. Donc à ce moment-là, ils sont bien dans une gestion désintéressée. Et le troisième critère qui va rentrer en considération pour rentrer dans une notion d'intérêt général pour les services fiscaux, ça va être avoir une activité non lucrative. Si votre association n'agit pas dans un cercle restreint, a une gestion désintéressée, mais son activité, elle, est lucrative, elle fait de la vente de biens et services, à ce moment-là, elle ne rentrera pas dans la notion d'intérêt général comme le veulent les services fiscaux, qui sont 3 motifs pour lesquels les services fiscaux peuvent refuser de vous attribuer la notion d'intérêt général qui vous ouvre le droit à émettre des reçus fiscaux. On verra que, et on va voir juste après, que la capacité à recevoir des reçus fiscaux, vous pouvez faire l'analyse vous-même. En tant qu'association, je peux, moi, au regard de ce que je suis en train de vous dire et du document que je vous enverrai, vous pouvez faire l'analyse vous-même de votre capacité ou pas à remettre des reçus fiscaux. Quand vous avez un doute, et ce que moi je conseille fortement, c'est d'écrire une question auprès de l'administration fiscale, ce qu'on appelle un rescrit fiscal, écrire une question. La démarche du rescrit permet justement d'avoir une preuve de la question qui a été posée, etc. Et ils ont l'obligation de vous répondre entre 3 et 6 mois selon la question posée. Sans réponse de leur part, à ce moment-là, ça veut dire que vous avez le droit de le faire. Donc, en cas de doute, et comme je pense que souvent on doute quand on est dirigeant associatif parce qu'on se pose la question sur la notion de lucrativité, on se pose la question sur la notion de cercle restreint, on se pose la question sur la notion de gestion désintéressée. En cas de doute, moi je conseille fortement de faire une démarche de rescrit fiscal. Donc vous pouvez effectuer une demande relative à l'habilitation des organismes sociaux à recevoir des dons et délivrer des reçus fiscaux auprès des services fiscaux, donc du coup auprès de la DGFiP, la Direction Générale des Finances Publiques, peut-être une lettre que j'ai oubliée. Il s'agit donc d'un rescrit fiscal qu'on verra juste après en quoi ça concerne et ce qu'il y a dedans. Donc diapo suivante, les avantages fiscaux pour les particuliers et les entreprises, parce que c'est bien beau, on parle de pourquoi l'association, du moins, quel est l'intérêt pour l'association de le faire, etc. Mais il y a aussi un intérêt pour le donateur. L'intérêt pour l'association, on l'a vu, l'intérêt c'est que ça vous permet, quand vous recevez un don, d'avoir voilà, une capacité, du moins, ça va mobiliser des donateurs à donner en disant, bah voilà, ça va aussi les rassurer. Si vous avez fait la démarche auprès de l'administration fiscale, ça va les rassurer comme bah oui, vous aviez bien le droit de remettre des reçus fiscaux quand on vous fait un don à votre association. Mais il y a aussi des avantages pour les particuliers, que ce soit les personnes physiques ou les personnes morales de droit privé. Pour les personnes physiques, c'est-à-dire un citoyen, n'importe quel Français ou étranger qui paye des impôts sur le revenu, chaque don qu'il va faire, il y aura une déduction sur ce don de 66% de ce don, à hauteur de 20% maximum de son impôt sur le revenu. Donc c'est-à-dire concrètement que si, imaginons, je paye 1000 € d'impôt, je peux déduire chaque année à hauteur de 200 € d'impôt sur le revenu en dons que j'aurais fait à des organismes sociaux, à des associations, syndicats, etc. Donc c'est 66% du don. Pour une entreprise, c'est un peu différent, puisque là c'est une déduction qui est faite sur l'impôt sur les sociétés, et c'est 5 pour 1000 maximum de l'impôt sur les sociétés qui peut être déduit, toujours à hauteur de 60% du don pour une entreprise. Donc un particulier 66% du don, une entreprise 60%, dans un plafond de 20% de l'impôt sur le revenu annuel pour un particulier, dans un maximum de 5 pour 1000 du chiffre d'affaires de l'entreprise. Impôt sur les sociétés, impôt sur le revenu. Voilà un peu les avantages pour le donateur, pourquoi vous donnez.
Et ça, c'est un argument massu quand vous allez mener demain une campagne de mobilisation pour percevoir des dons et des cotisations, etc. En particulier des dons, du coup là, percevoir des dons. Allez voir un chef d'entreprise dont vous êtes proche, un voisin, un cousin, un oncle, etc. en lui disant que 60% du don qu'il va vous faire, il va pouvoir le déduire de son impôt sur les sociétés. C'est un argument vis-à-vis du chef d'entreprise. C'est un argument vis-à-vis d'un gros donateur. Quelqu'un qui paye des montants très importants d'impôt sur le revenu, c'est intéressant pour lui. Effectivement, si vos donateurs sont des personnes qui ne payent pas d'impôt sur le revenu, à ce moment-là, ils n'ont pas d'intérêt financier à vous faire un don. Alors, ils ont toujours un intérêt, hein, évidemment, et c'est très bien, mais financièrement, ils n'ont aucun intérêt à le faire. Ça, c'est vraiment important à retenir, cette nuance entre les deux, qui n'est pas tout à fait la même. Il faut savoir que l'exonération qui est de 66% pour les particuliers peut aller jusqu'à 75% pour certaines associations caritatives. Je pense par exemple au Resto du Cœur, au Secours Populaire, qui doivent être à ces plafonds-là du don. C'est-à-dire que eux, quand vous donnez 100 €, vous en récupérez 75 sur votre impôt sur le revenu. Donc c'est intéressant, effectivement, et quand vous décidez de mener une campagne de dons, avoir cette capacité à remettre des reçus fiscaux, c'est un véritable avantage, surtout si dans vos membres, dans vos bénévoles, etc., vous avez des gens qui ont de l'argent, qui ont des revenus, qui payent beaucoup d'impôts, que ce soit des chefs d'entreprise, que ce soit des personnes qui payent beaucoup d'impôts sur le revenu. Quand vous avez dans vos membres des personnes qui en payent beaucoup, c'est un véritable avantage et intérêt pour eux de le faire. Et il y a une véritable stratégie à mener. C'est pour ça que moi je vous conseille fortement, cette période de confinement, de rédiger ce qu'on appelle un rescrit fiscal, et c'est la diapo suivante. Le rescrit fiscal, donc, c'est une procédure permettant d'obtenir une réponse opposable de l'administration fiscale à une question préalablement posée sur l'interprétation d'un texte au regard d'une situation de fait. C'est-à-dire, première chose, le rescrit fiscal, ce n'est pas une démarche qui est faite que pour les assos. Moi, en tant que citoyen, je construis une véranda, je mets un Velux sur mon toit, je peux écrire à l'administration, faire un rescrit fiscal, c'est-à-dire que je veux une réponse opposable. J'attends une réponse de la part au regard de la question que j'ai posée. Cependant, pour les associations, il y a deux types de rescrit fiscal. Il y a le rescrit fiscal fiscalité et le rescrit fiscal mécénat. Le rescrit fiscal fiscalité, je ne vais pas m'attarder aujourd'hui, on aura peut-être l'occasion de refaire une vidéo si ça intéresse des personnes. C'est plus une analyse fiscale au regard de vente de biens et services. Est-ce que la vente que vous proposez, est-ce que vous êtes soumis aux impôts commerciaux ou pas? Mais ce qui nous intéresse plus, nous, c'est le rescrit fiscal mécénat. C'est-à-dire que dans ces cas-là, vous pouvez écrire à l'administration fiscale, et vous l'avez dans le petit diapo, il y a un petit lien là, un petit dossier qui est affiché, et dans ce lien-là, vous aurez un exemple de rescrit fiscal qui vous est donné. Pour pouvoir faire la vôtre, de démarche de rescrit fiscal, vous écrivez à l'administration, avec, vous verrez, il y a un exemple, on vous demandera plusieurs infos, l'objet social, le nombre d'adhérents, etc., les ressources de l'association, etc. Vous écrivez, vous envoyez ça, lettre accusée de réception, auprès du service des impôts dont vous aurez les coordonnées dans le diapo, pour le département du Nord. Et ils ont un délai pour vous répondre. On verra ça à la diapo suivante. Ils ont un délai pour vous répondre, c'est-à-dire que si, après ce délai qui vous est proposé, l'administration ne vous a pas répondu, à ce moment-là, vous pouvez effectuer des reçus fiscaux sans même la réponse de l'État, des services fiscaux. Cependant, j'insiste sur le fait de l'envoyer avec lettre et accusé de réception, parce que ça va être la preuve de votre bonne foi. Si demain les services fiscaux vous recontactent en vous disant bah non mais vous n'aviez pas le droit de le faire, etc., pour X ou Y raison, vous avez une preuve comme quoi vous avez fait une demande, vous n'avez pas eu de réponse de leur part dans les 6 mois, donc 6 mois et 1 jour, vous avez entamé des reçus fiscaux. Attention, si entre deux on vous redemande des pièces à joindre, ça reprolonge le délai de réponse, évidemment. Si j'écris le 1er janvier, on me répond le 5 mars, et ben, on recalcule 6 mois à compter du 5 mars, puisque le délai pour le rescrit fiscal mécénat est de 6 mois. 6 mois et 1 jour, sans réponse de la part de l'État, vous pouvez remettre des reçus fiscaux, ce qu'on va voir sur la diapo suivante. Donc je vous l'ai dit, cette démarche elle est adressée avec lettre, ici adressée par prix recommandé avec demande d'avis de réception postale à la direction des impôts du département du Nord, donc vous aurez les coordonnées dans le diapo. La réponse positive de l'administration ne vaut que pour la situation décrite dans la démarche et sans limitation de durée. Évidemment, si votre objet social change, si vos revenus, les ressources de l'association changent, etc., automatiquement, vous devez demander une analyse de votre situation auprès des services fiscaux. Cependant, si rien ne change, ça n'a pas de limite de durée,
cette autorisation de remettre des reçus fiscaux, donc d'être reconnu d'intérêt général au regard des impôts, au regard des services fiscaux, vaut pour tout le temps. Il n'y a pas de limite de durée pour ça. Donc les délais de réponse, je vous l'ai dit, hein, et vous les avez ici, le délai de réponse est pour le rescrit fiscal mécénat est de 6 mois. C'est-à-dire qu'ils ont 6 mois pour vous répondre. Si au bout de 6 mois ils ne vous ont pas répondu, vous pouvez, par définition, émettre des reçus fiscaux. Cependant, ça peut arriver qu'au bout de 6 mois et un jour, vous émettez des reçus fiscaux, et puis 3 mois après, les impôts vous renvoient un courrier en vous disant « bah non, au regard de l'analyse de votre situation, vous n'aviez pas le droit ». C'est pas grave. Pendant les 3 mois en question, vous ne serez pas sanctionnable, puisque vous avez appliqué la règle qui est définie, qui est celle de sans délai de réponse, j'ai émis des reçus fiscaux. Cependant, à compter de réception de la réponse des services fiscaux, vous ne pouvez plus émettre des reçus. Donc, le délai à retenir, c'est 6 mois. En général, ils répondent, mais ils répondent au-delà de ce délai. Donc après, c'est à la charge du président, de la présidente de l'association de prendre ses responsabilités, à dire voilà, est-ce qu'au bout de 6 mois, un jour, on le fait ou pas? Moi, je dis faites-le, puisque vous avez respecté les règles comme initialement prévues dans les textes de loi hein, et dans les règlements. Si effectivement, au bout de 5-6 mois après, on revient vous voir en vous disant bah non, tout compte fait, vous n'avez pas le droit, bah, vous suspendez cette pratique, parce que voilà, vous n'aviez pas le droit de le faire. Cependant, vous ne serez pas sanctionnable entre ce délai. À l'inverse, si vous le faites avant les 6 mois, automatiquement, vous pourriez être sanctionné. Donc, passé ce délai, sans notification de l'administration d'accord, une association peut émettre des reçus fiscaux. Le tribunal administratif considère que le silence gardé par l'administration interdit seulement à celle-ci d'appliquer les amendes fiscales, par exemple 25% des sommes indûment mentionnées sur des reçus fiscaux de dons. C'est les sanctions, on le verra tout à l'heure. Ce qui veut dire que si vous avez fait une démarche de manière honnête et voilà, vous avez émis des reçus au-delà de 6 mois et après l'administration fiscale revient sur sa décision, bah, de son silence, elle s'exprime en disant bah non, vous n'aviez pas le droit. Le tribunal administratif s'est déjà prononcé en disant bah non, vous ne serez pas sanctionnable. Cette source, c'est pas moi qui l'ai écrite, hein, ça vient du site association.gouv.fr qui sont les ressources pour réaliser ce document. Donc je continue un peu, hein, parce que c'est 30 minutes, donc c'est très court, en même temps très long. Donc, le reçu fiscal, vous verrez dans le document, page suivante, du coup, vous avez deux petits dossiers qui sont entrouverts là. Là-dessus, en cliquant dessus, normalement, vous aurez accès directement à des exemples. Un CERFA de reçu fiscal et un exemple de reçu fiscal que vous pouvez faire sur papier libre. Moi, je vous conseille fortement, c'est que automatiquement, on fait une copie du reçu qu'on a émis à un donateur. Hein. On lui donne l'original, on garde la copie, puisqu'on n'est pas à l'abri qu'à un moment donné, les services fiscaux nous sollicitent pour demander est-ce que le monsieur a bien donné, etc. Et puis même pour votre comptabilité, pour votre trésorier, c'est important. Sur papier libre, pareil, je vous le déconseille, parce que voilà, maintenant, il y a un CERFA qui est très bien fait, donc autant l'utiliser. Hein. Hop, on en fait une copie ou on le scanne et on garde un exemplaire. Hein. Donc vous avez sur le document la capacité de pouvoir récupérer chaque lien et chaque exemple en PDF du CERFA et du papier libre. Donc 2 exemples. Et la dernière, je vous l'avais dit, je voulais aussi vous parler des sanctions possibles si à un moment donné vous ne respectez pas les règles prévues par l'administration. Donc quelles sont ces sanctions possibles hein? Toute délivrance irrégulière d'un reçu est sanctionnée par l'article 1768 quater du Code général des impôts qui prévoit une amende fiscale égale à 25% des sommes indûment mentionnées sur ces documents. Il est notamment aussi lorsque l'organisme concerné ne peut justifier de la nature ou du montant des dépenses engagées, c'est-à-dire concrètement que concernant les sanctions, 25% en plus des dons peuvent être vous pouvez être sanctionné à cette hauteur-là, en sachant que le donateur lui-même risque des ennuis s'il y a à un moment donné une malversation ou s'il y a malhonnêteté. Donc c'est pour ça que même si la démarche de rescrit fiscal n'est pas obligatoire, et je le répète, moi je vous le conseille fortement, surtout en cette période de confinement. Vous allez voir que je ne vous présente pas là, mais c'est un document qui peut se faire sur papier libre, ou alors vous avez des exemples types sur Internet hein, qui sont accessibles sur le document. Mais surtout, c'est important pour vous, pour savoir si, bah oui ou non, est-ce que j'ai la capacité à recevoir des dons, et si c'est le cas, bah, ça vous amène à une nouvelle stratégie de communication, à une nouvelle ressource financière, à aller voir peut-être des chefs d'entreprise du territoire, à aller voir des amis, des proches, de l'association, de la famille qui payent beaucoup d'impôts sur le revenu et qui peuvent être intéressés
pour donner à vous au lieu et place de donner aux impôts. Ça se présente comme ça. Donc n'hésitez surtout pas, si vous avez d'autres questions, n'hésitez surtout pas à revenir vers moi. De toute façon, dans le document, vous avez mon adresse mail, ou alors à poser la question directement en message privé plus tard par l'intermédiaire de Facebook. N'hésitez pas à la visite de ce tuto à envoyer votre mail à Sébastien, qui est derrière la caméra, et qui se fera le relais, et moi je vous enverrai les différents documents dans les prochains jours. Merci d'avoir écouté ce tuto des ASSO 2, on essaiera d'en faire d'autres dans les prochaines semaines, en cette période de confinement. Ciao. Très bien. Alors, hop, je termine le live.